Ma sœur a oublié de me garder une chambre au gîte du mariage. Elle l'a donnée à l'associé du marié. C'est quelqu'un d'important, contrairement à toi, a dit ma mère. J'ai réservé une minuscule auberge, j'ai souri et j'ai disparu pendant 16 mois. Je m'appelle Harper. J'avais 29 ans et j'avais passé toute ma vie à être la fille invisible. Celle qui était toujours là mais jamais vraiment vue. La fiable, la silencieuse, celle qui ne faisait pas de vagues et ne demandait rien parce que demander signifiait être déçue. Je travaillais comme serveuse dans un dîner à Denver, enchaînant les doubles services pour payer le loyer de mon minuscule appartement. Mais ce n'était pas qui je voulais être. Dans les heures calmes entre minuit et l'aube, j'écrivais, je mettais tout ce que j'avais dans des histoires de femmes qui trouvaient leur force, qui surmontaient des obstacles impossibles, qui étaient aimées pour ce qu'elles étaient exactement. J'avais auto-publié 3 romans sous un nom de plume, et bien qu'ils ne m'aient pas rendu riche ou célèbre, ils étaient à moi. Ils étaient la preuve que j'existais au-delà du rôle que ma famille m'avait assigné. Ma sœur Vivien allait épouser un homme nommé Preston. Il était le fils d'un promoteur immobilier important de Colorado Springs, et ce mariage était moins une célébration de l'amour qu'une fusion d'ambition. Tout devait être parfait, et parfait signifiait donner la priorité aux gens qui comptaient. Je n'étais pas l'une de ces personnes. Où suis-je censé dormir, demandai-je, détestant à quel point ma voix semblait petite. Il y a une auberge de jeunesse à environ 20 minutes en bas de la montagne, dit ma mère. Ce n'est pas luxueux, mais ça ira pour quelqu'un dans ta situation. Quelqu'un dans ma situation, quelqu'un qui travaillait pour les pourboires, quelqu'un qui rêvait de rêves irréalisables, quelqu'un qui ne serait jamais une grosse pointure. La cérémonie est à 14 heures demain, continua-t-elle, se détournant déjà. Ne sois pas en retard. Vivien veut des photos à 13 heures. Porte quelque chose d'approprié. Cette robe noire que tu as portée à Noël dernier ressemblait à un sac poubelle. Elle s'éloigna sans se retourner, ses talons claquant sur le sol en marbre. Je la regardais partir, sentant la douleur familière se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur nouvelle. C'en était une vieille, polie par des années de répétition, mais quelque chose dans ce moment semblait différent, plus lourd. Je pris ma valise et me dirigeai vers la réception. La réceptionniste, une jeune femme aux yeux doux, me regarda avec sympathie. « Je suis tellement désolée, dit-elle doucement. J'ai vu ce qui s'est passé. Votre mère a insisté pour que nous réattribuions la chambre ce matin. C'est bon, dis-je. Et je voulais que ça paraisse courageux, mais ça sonna creux. Pouvez-vous me recommander l'auberge qu'elle a mentionnée? La réceptionniste nota une adresse et me la tendit avec un petit sourire triste. Si ça peut vous consoler, vous méritez mieux. Je la remerciai et sortis dans l'air froid de la montagne. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Et je restai là un moment, à l'inspirer. La beauté de la chose semblait cruelle d'une certaine manière, un rappel que le monde pouvait être magnifique, même quand votre cœur se brisait. Je trouvai l'auberge 40 minutes plus tard. Un petit bâtiment à la peinture écaillée et à l'enseigne néon clignotante. La chambre que je louais était à peine plus grande qu'un placard avec un matelas fin et une fenêtre qui ne se fermait pas complètement. Je m'assis au bord du lit et fixai le mur. Demain, je sourirai. Je poserai sur les photos comme j'étais censé le faire. Je féliciterai ma sœur et ferai semblant que rien de tout cela ne faisait mal. Je l'avais fait toute ma vie. Qu'est-ce qu'un jour de plus? Mais alors que j'étais assise dans cette petite chambre, écoutant le vent siffler à travers l'interstice de la fenêtre, quelque chose changea en moi. Je ne pouvais pas encore le nommer. Je ne pouvais pas voir sa forme ni comprendre son poids, mais c'était là, grandissant dans l'obscurité comme une graine attendant le printemps. Je ne le savais pas alors, mais c'était le début de tout. Le moment où j'ai cessé d'être la fille qu'il voulait et où j'ai commencé à devenir la femme que j'étais censée être. Le lit de l'auberge grinça alors que je m'allongeais, tirant la fine couverture sur mes épaules. Le sommeil vint lentement, interrompu par des pensées de toutes les fois où j'avais été mise de côté. Tous les moments où j'avais avalé ma douleur et appelé cela de l'acceptation. Demain serait différent. Je ne savais pas encore comment, mais je le sentais dans mes os. Quelque chose arrivait. Grandir dans ma famille signifiait comprendre sa place dans la hiérarchie. Vivien était le soleil et le reste d'entre nous étions des planètes orbitant autour de sa lumière. Elle était née belle et mes parents traitaient cette beauté comme un don divin qui exigeait l'adoration. J'étais née 2 ans plus tard et dès le début j'étais différente,
plus calme, moins exigeante. J'ai appris tôt que mes besoins passeraient toujours en second. Alors j'ai arrêté de les exprimer. Je suis devenu l'enfant facile, celle qui ne causait jamais d'ennui, celle qui s'effaçait à l'arrière-plan pendant que Vivien commandait le devant de la scène. Mon père est parti quand j'avais 11 ans. Il s'est remarié avec une femme en Californie et a fondé une nouvelle famille, appelant occasionnellement pour les anniversaires et Noël jusqu'à ce que même ses appels cessent. Son absence a laissé un trou que ma mère a comblé avec de l'ambition pour Vivien. Si nous ne pouvions pas avoir une famille complète, nous pouvions au moins en avoir une qui réussissait. Et le succès aux yeux de ma mère signifiait le succès de Vivien. Je me souviens du jour où j'ai montré à ma mère mon premier manuscrit terminé. J'avais 23 ans, je travaillais au dîner tout en suivant des cours d'écriture créative en ligne. J'avais passé 2 ans à mettre mon âme dans cette histoire, et je voulais si désespérément qu'elle soit fière. Elle jeta un coup d'œil à la page de titre et l'a mis de côté. C'est gentil, ma chérie, mais quand vas-tu trouver un vrai travail? Vivien vient d'être promu au cabinet. Je ne lui ai plus jamais montré mes écrits. Mes romans ont trouvé un lectorat petit mais fidèle en ligne. Les critiques étaient encourageantes, les lectrices se connectant à mes histoires de femmes reprenant leur vie en main. Mais sans budget marketing ni relation dans l'industrie, la croissance était lente. Je gagnais assez avec les ventes de livres pour payer ma facture de téléphone, rien de plus. Pour ma famille, cela faisait de moi une ratée, une rêveuse qui refusait de se réveiller. Vivien, quant à elle, prospérait. Elle travaillait dans un cabinet d'architecture haut de gamme, concevant des maisons de luxe pour des clients fortunés. Elle sortait avec des hommes aux titres impressionnants et aux montres coûteuses. Quand elle a annoncé ses fiançailles avec Preston, ma mère a pleuré des larmes de joie et a immédiatement commencé à planifier le mariage du siècle. On m'a demandé d'aider à la planification, bien sûr. J'ai adressé 300 invitations à la main parce que mon écriture était soignée. J'ai recherché des fournisseurs et des lieux parce que j'étais organisé. J'ai assisté à des discussions interminables sur les arrangements floraux et les plans de table, offrant des opinions qui étaient promptement ignorées. Quand la liste des invités a été finalisée, j'ai remarqué que mon nom était marqué comme participant seul. « Tu n'as pas de cavalier », expliqua ma mère quand j'ai demandé. « Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller un siège pour quelqu'un qui n'existe pas », elle voulait dire que je n'avais pas de petit ami. Elle voulait dire que j'étais seul et que cette solitude était un fardeau que la famille ne devrait pas avoir à accommoder. J'ai avalé la blessure et n'ai rien dit. Dans les semaines précédant le mariage, Vivien m'a appelé exactement 2 fois. Une fois pour confirmer que je venais et une fois pour me rappeler que les demoiselles d'honneur portaient du vieux rose, pas du rose poudré, et que je ne devais pas me montrer dans quelque chose qui pourrait jurer. Je n'étais pas demoiselle d'honneur. J'étais juste la sœur, celle qui se tiendrait à la périphérie des photos, recadrée si nécessaire. La nuit avant de monter au gîte de montagne, je suis resté tard au dîner pour couvrir le service d'un collègue. J'ai nettoyé des tables jusqu'à minuit, comptant les pourboires qui paieraient l'essence et la robe que j'avais achetée en solde. Un client a laissé un billet de $20 sur une note de $50. Et je suis resté là à le fixer, sentant quelque chose se fissurer en moi. J'ai pensé à mes romans, aux femmes en eux qui refusaient d'accepter moins que ce qu'elles méritaient. Je les écrivais parce que je voulais croire que la transformation était possible. Mais j'étais là, attendant toujours la permission d'exister. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma mère. N'oublie pas d'apporter le livre d'or. Vivien compte sur toi. Bien sûr qu'elle comptait sur moi. J'étais bonne pour les corvées. J'étais fiable. J'étais invisible. J'ai fait mon sac cette nuit-là avec le livre d'or soigneusement rangé dessus. J'ai emballé la robe soldée et ma seule paire de bonnes chaussures. J'ai emballé mon ordinateur portable parce que je l'emmenais toujours avec moi, car écrire était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Le trajet vers la montagne était magnifique. J'ai regardé la ville laisser place aux forêts, l'air devenant plus froid et plus pur à chaque kilomètre. Je me suis dit que ce week-end se passerait bien. Je ferais ce qui était attendu, sourirais quand c'était nécessaire, et rentrerais chez moi dans mon appartement calme et ma vie calme. Je me suis dit que j'étais d'accord avec ça. Mais alors que je me garais sur le parking du gîte et voyais le valet se précipiter pour accueillir les voitures coûteuses autour de moi, j'ai senti le mensonge s'installer dans mon estomac comme une pierre. Je n'allais pas bien. Je n'avais jamais été bien. J'étais juste devenu très doué pour faire semblant. À l'intérieur du gîte, les préparatifs étaient en cours.
Les fleuristes arrangeaient d'énormes étalages de roses blanches. Les traiteurs installaient des stations avec du champagne et des amuse-gueules délicats. Tout le monde bougeait avec détermination, contribuant à quelque chose de beau. Je me tenais au milieu de tout cela, tenant ma valise bon marché, et j'attendais que quelqu'un me remarque. Personne ne l'a fait. J'ai fini par trouver ma mère. Et c'est là qu'elle m'a annoncé la nouvelle concernant ma chambre. C'est là que j'ai appris que même ma place au mariage de ma sœur avait été donnée à quelqu'un de plus important. Et c'est là que j'ai commencé à me demander si, peut-être, j'en avais enfin eu assez. La chambre de l'auberge semblait encore plus petite à la lumière du matin. Je me suis réveillé au son des oiseaux devant ma fenêtre et au grondement lointain des camions sur l'autoroute en contrebas. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis le souvenir est revenu brutalement et je suis resté là à fixer le plafond taché d'eau, sentant le poids de la journée à venir. Je me suis douché dans une salle de bain au bout du couloir où l'eau devenait froide après 2 minutes. J'ai séché mes cheveux avec une serviette fine et j'ai mis la robe soldée, un bleu marine simple que ma mère critiquerait probablement. J'ai appliqué mon maquillage soigneusement, comme je l'avais appris dans des tutoriels en ligne, parce que personne dans ma famille ne m'avait jamais appris. Au moment où je suis remonté au gîte, il était midi. Le parking était plein de véhicules de luxe, leur surface polie brillant sous le soleil d'automne. J'ai garé ma berline de 10 ans au bord du parking où elle n'embarrasserait personne. La séance photo était déjà en cours quand je suis arrivé. Vivien se tenait dans sa superbe robe blanche, entourée de ses demoiselles d'honneur en vieux rose. Elle riait et posait pendant qu'un photographe mitraillait. Ma mère planait à proximité, ajustant les traînes et redressant les voiles, complètement dans son élément. « Harper, te voilà. » La voix de ma mère était tranchante. « Tu es presque en retard. Mets-toi là-bas près de tante Patricia. » Je me suis tenu là où on me l'avait dit. Tante Patricia sentait la lavande et la désapprobation. Elle me toisa de haut en bas et ne dit rien, ce qui était en quelque sorte pire que la critique. Le photographe prit des dizaines de photos, des groupes familiaux, des clichés du cortège, des moments candides qui n'étaient pas candides du tout. Dans chaque configuration, j'étais placé sur les bords, parfois derrière des parents plus grands, parfois simplement laissés de côté. Celle-ci est juste pour la famille immédiate, annonça le photographe à un moment donné. Je m'avançai, mais ma mère leva la main. Cela signifie Vivien, Preston et les parents seulement. Je reculai. Bien sûr, la famille immédiate ne m'incluait pas. La cérémonie était belle. Vivien descendit l'allée au son d'un quatuor à cordes, radieuse et triomphante. Preston attendait à l'autel, les larmes aux yeux. L'officiant parla d'amour, de partenariat et de construction d'un avenir ensemble. Tout le monde pleurait, y compris moi, bien que mes larmes fussent compliquées. Je regardais ma sœur promettre d'aimer quelqu'un pour toujours, et je me demandais ce que cela faisait. Je me demandais si quelqu'un se tiendrait un jour à un autel en m'attendant, pleurant des larmes de joie parce qu'il m'avait choisi. Après la cérémonie vint la réception. La salle de bal était transformée en un pays des merveilles de fleurs blanches et de lumière de bougies dorées. Le repas était exquis. De multiples plats de choses que je ne pouvais pas prononcer, servis par des serveurs qui semblaient avoir pitié de moi. J'étais assise à une table près des portes de la cuisine avec des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Grégory, l'associé qui avait pris ma chambre, était assis à la table d'honneur avec le cortège nuptial. Il était beau et confiant, riant à quelque chose que Preston disait, complètement inconscient que sa présence m'avait coûté ma place. Je mangeais silencieusement et écoutais mes voisins de table discuter de leurs diverses réussites. Le cousin Théodore venait de devenir associé dans son cabinet comptable. La fille de tante Margaret commençait l'école de médecine. Tout le monde avait quelque chose d'impressionnant à partager. Quand ils demandèrent ce que je faisais, je dis que je travaillais dans la restauration et que j'écrivais un peu à côté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vivien dansa avec Preston, puis avec notre mère, puis avec un défilé d'invités importants. Elle ne dansa pas avec moi. Elle me regarda à peine de toute la soirée. À un moment donné, je m'excusai et sortis sur la terrasse. L'air de la montagne était froid et vif, et je restais là à regarder les étoiles, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. « Belle nuit », dit une voix derrière moi. Je me tournai. C'était l'un des serveurs, un jeune homme d'environ mon âge avec des yeux doux et un sourire sincère. En effet, approuvai-je. Public difficile là-dedans,
dit-il en s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. J'observe. Vous semblez être la seule personne réelle de tout cet événement. Je ris malgré moi. Est-ce si évident? Seulement pour ceux d'entre nous qui sont aussi invisibles. Il sourit. Je suis Julian, au fait. Harper. Nous avons parlé pendant quelques minutes de rien d'important. Il finançait ses études universitaires en travaillant, étudiant le journalisme. Il voulait écrire aussi. Il m'a posé des questions sur mes livres, et je lui ai répondu, surprise de voir à quel point cela faisait du bien d'être écouté. Vous devriez continuer, dit-il avant de retourner à l'intérieur. Vos histoires pourraient changer la vie de quelqu'un un jour. Vous ne savez jamais qui en a besoin. Je restai là longtemps après son départ, ces mots résonnant dans mon esprit. Vos histoires pourraient changer la vie de quelqu'un. Je pensais aux femmes sur lesquelles j'écrivais. Celles qui s'éloignaient de situations qui les diminuaient. Celles qui se choisissaient elles-mêmes quand tout le monde les avait abandonnées. J'écrivais sur ces femmes depuis des années. Peut-être était-il temps d'en devenir une. Je ne suis pas retourné à la réception. J'ai marché jusqu'à ma voiture, conduit jusqu'à l'auberge en bas de la montagne, et je me suis assis sur ce matelas fin dans cette petite chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et fixé la page blanche. Puis j'ai commencé à taper. J'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que le soleil se lève. J'ai tapé ma douleur, ma colère et mon espoir. J'ai tapé l'histoire d'une femme qui a finalement dit ça suffit, qui s'est éloignée de tous ceux qui l'avaient fait se sentir petite, qui a construit une vie si belle qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne d'autre. Quand j'ai fini, j'avais le premier chapitre de quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. J'ai réservé un billet de bus pour le lendemain matin à destination de Seattle. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai juste fait mon sac, quitté l'auberge et je suis parti. Ma famille n'a pas remarqué mon départ pendant 3 jours. D'ici là, je construisais déjà une nouvelle vie. Seattle m'a accueilli avec de la pluie et des possibilités. Je suis arrivé avec $400 sur mon compte bancaire, une valise pleine de vêtements soldés, et une détermination brûlante à devenir quelqu'un de nouveau. J'ai trouvé une chambre bon marché dans une pension près de Pioneer Square, et j'ai immédiatement commencé à chercher du travail. En une semaine, j'avais 2 emplois. Les jours dans un café à Capitol Hill, les nuits dans une librairie qui organisait des lectures à micro ouvert. La librairie fut l'endroit où tout changea. J'ai commencé à assister aux lectures, écoutant des poètes et des romanciers partager leur travail. Au début, j'étais trop nerveuse pour participer. Mais un jeudi soir, encouragé par une habituée nommée Gabriella, qui était devenue quelque chose comme une amie, je suis monté au micro. J'ai lu un extrait de mon nouveau roman, celui que j'avais commencé cette nuit-là à l'auberge. Ma voix tremblait au début, mais à mesure que je continuais, quelque chose a changé. Les mots coulaient hors de moi, bruts et honnêtes. Et quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Puis des applaudissements. De vrais applaudissements sincères. C'était extraordinaire, dit un homme après coup, s'approchant de moi avec une intensité qui me fit reculer. Il était grand, les cheveux striés d'argent et les yeux bleus perçants. Il s'habillait comme quelqu'un qui a de l'argent, mais parlait comme quelqu'un qui se souvenait de ne pas en avoir eu. Merci, réussis-je à dire. Je suis Alexander, dit-il en tendant la main. Je possède une maison d'édition, Valina Media. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'était le cas. Valina Media était l'un des éditeurs indépendants les plus prestigieux du nord-ouest du Pacifique. Ils avaient lancé les carrières d'auteurs que j'admirais. J'ai lu vos 3 premiers livres, continua Alexander, et mon cœur s'arrêta presque. Je suis votre nom de plume depuis 2 ans. Quand j'ai entendu que vous lisiez ce soir, je devais venir. Vous êtes venu spécialement pour me voir. Oui, sourit-il, et cela transforma son visage d'imposant à chaleureux. Je ne savais pas quoi dire. Ce genre de choses n'arrivait pas aux gens comme moi. C'était de l'ordre du rêve, de la fiction. Prenez un café avec moi demain, dit Alexander. Laissez-moi vous dire ce que je peux offrir. Si vous n'êtes pas intéressé, vous partez et rien ne change. Mais si vous êtes intéressé, je pense que nous pourrions faire quelque chose de remarquable ensemble. J'ai accepté, car comment aurais-je pu refuser? Le lendemain matin, nous nous sommes rencontrés dans un café calme surplombant Elliott Bay. Alexander a exposé sa vision.
Il voulait acquérir mon catalogue et publier mon nouveau roman avec un soutien marketing complet. Il croyait que mes histoires pouvaient atteindre des millions de lecteurs si on leur donnait la bonne plateforme. Pourquoi moi, demandai-je, ne croyant toujours pas tout à fait que c'était réel. Parce que vous écrivez la vérité, dit-il simplement. Vos personnages semblent réels parce qu'ils sont réels. Ils sont vous, et les gens ont faim de cette authenticité. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a parlé de la construction de Valina Media à partir de rien, des auteurs qu'il avait défendus et des livres qui avaient changé des vies. Il m'a posé des questions sur ma famille et je lui en ai dit plus que je n'en avais l'intention, sur Vivien et ma mère, sur le mariage et l'auberge et le moment où j'ai décidé de partir. Il ne vous mérite pas, dit doucement Alexander. Mais peut-être aviez-vous besoin qu'ils soient exactement qui ils sont. Parfois, les gens qui nous blessent le plus profondément nous libèrent aussi. Au cours des mois suivants, Alexander est devenu mon mentor. Il m'a présenté à des éditeurs, des agents et des spécialistes du marketing. Il m'a aidé à peaufiner mon nouveau roman jusqu'à ce qu'il brille. Il croyait en moi avec une certitude inébranlable que je n'avais jamais connue auparavant. Et quelque part en chemin, quelque chose d'autre a commencé à grandir. Je remarquais comment le visage d'Alexander s'illuminait quand il me voyait. Comment il se souvenait de petits détails que je mentionnais en passant. Comment il s'assurait toujours que j'avais mangé, dormi, que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour me concentrer sur mon travail. Tu le regardes différemment, observa Gabriella un soir à la librairie. Et il te regarde de la même façon. Je l'ai nié au début. Il était plus âgé, prospère, hors de ma ligue, mais les sentiments ne voulaient pas rester enfouis. Et un soir, alors que nous marchions le long du front de mer après une longue session d'édition, Alexander s'arrêta et se tourna vers moi. J'ai essayé très fort de ne pas tomber amoureux de toi, dit-il. J'ai complètement échoué. Je levai les yeux vers lui. Cet homme qui m'avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait, qui avait cru en moi quand je croyais à peine en moi-même. J'ai arrêté d'essayer de ne pas tomber amoureuse il y a des semaines, admis-je. Il m'embrassa là, avec les lumières de la ville se reflétant sur l'eau et le son des ferries au loin. C'était le genre de baiser sur lequel j'avais écrit 100 fois, mais jamais vraiment vécu. Cette nuit-là, j'ai compris ce que signifiait être choisi. Non pas malgré mes défauts ou mes luttes, mais à cause d'eux. Parce que quelqu'un voyait enfin tout de moi et voulait exactement cela. Mon roman a été publié 6 mois plus tard avec un succès critique. Il a débuté sur les listes des meilleures ventes et y est resté pendant des semaines. Les lecteurs se sont connectés à l'histoire d'une femme qui s'éloignait de tout ce qui l'a diminué et construisait une vie digne d'être vécue. Ils ne savaient pas que c'était autobiographique. Ils n'en avaient pas besoin. Pendant ce temps, ma famille n'avait aucune idée d'où j'étais. Mon téléphone était mort 2 semaines après mon arrivée à Seattle, et j'avais pris un nouveau numéro. Je ne les ai pas contactés pour leur donner des nouvelles. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Pour autant qu'ils sachent, j'avais simplement disparu. J'ai appris plus tard par des parents éloignés qui m'ont trouvé en ligne que ma mère avait été furieuse, que Vivien s'était plainte de mon égoïsme lors des réunions de famille, qu'ils supposaient que j'étais quelque part en train de galérer, prouvant leurs prédictions justes. Ils n'avaient aucune idée que je prospérais. Ils n'avaient aucune idée que j'étais amoureuse d'un homme dont la fortune dépassait leurs imaginations les plus folles. Ils n'avaient aucune idée que je devenais exactement qui j'étais censé être. Et j'avais l'intention de garder les choses ainsi aussi longtemps que possible. 16 mois après avoir quitté le mariage de ma sœur, ma vie était méconnaissable. Mon deuxième roman avec Valina Media venait d'être acquis pour une adaptation cinématographique. J'avais déménagé de la pension vers un bel appartement surplombant le Puget Sound, un cadeau d'Alexander que j'avais essayé de refuser jusqu'à ce qu'il me rappelle que les partenaires se soutenaient mutuellement. Nous étions officiellement ensemble depuis près d'1 an, et chaque jour avec lui ressemblait à une révélation. Il était patient avec mes insécurités, généreux dans ses louanges et férocement protecteur de mon indépendance. Lorsque les journalistes posaient des questions sur notre relation, il redirigeait toujours l'attention sur mon travail. Elle n'a pas besoin de moi pour réussir, disait-il. Elle était brillante bien avant notre rencontre. Je suis juste assez chanceux pour en être témoin de près. Mes livres étaient traduits en 12 langues. J'avais des engagements pour des conférences, des interviews de podcasts et une communauté grandissante de lecteurs qui partageaient comment mes histoires les avaient aidés à trouver leur propre force. Je n'étais plus invisible. J'étais vu par des millions de personnes, mais ma famille ne le savait toujours pas. Je les gardais bloqués,
garder mes distances, continuer à construire ma nouvelle vie sans leur ombre. Ce n'était pas une vengeance. Pas encore. C'était une question de protection, de guérison, d'avoir enfin l'espace pour devenir qui j'étais censé être sans leur diminution constante. Cela changea un mardi après-midi d'avril. Gabriella m'appela paniquée. « As-tu vu les nouvelles ? Quelqu'un a divulgué tes fiançailles. » Mon estomac se noie. Alexander et moi étions fiancés depuis 3 semaines, gardant cela privé pendant que nous cherchions comment l'annoncer selon nos propres termes. Nous ne l'avions dit qu'à des amis proches, leur jurant le secret. « De quoi parles-tu ? » « C'est partout, dit-elle. Actualité du divertissement, réseaux sociaux, partout. Il t'appelle l'auteur Cendrillon. Il y a des photos de ce dîner que nous avons eu au bord de l'eau. Quelqu'un a dû les vendre. » Je raccrochai et ouvris mon ordinateur portable. Elle avait raison. Les gros titres hurlaient à propos de l'auteur à succès qui avait conquis le cœur d'un éditeur milliardaire. Ma photo était partout aux côtés d'Alexander, accompagné de spéculations sur nos projets de mariage et mon passé mystérieux. Et puis mon téléphone sonna. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif du Colorado. Je répondis sans réfléchir. Harper. La voix de ma mère était glace et feu simultanément. Où étais-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'apprends ta vie à la télévision ? Je m'assis lentement, le cœur battant. Bonjour, maman. Ne me dis pas bonjour. Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? 16 mois sans un mot et maintenant tu es partout aux nouvelles, fiancé à un milliardaire. Vivien est hors d'elle. Elle pense que tu as fait ça délibérément pour lui voler la vedette. Je ris. Je ne pus m'en empêcher. Après tout, Vivien s'inquiétait toujours qu'on lui vole la vedette. Ce n'est pas drôle. Ma mère claqua. Tu nous dois une explication. Tu nous dois des excuses pour avoir disparu. Et tu nous dois des invitations à ce mariage. Je ne vous dois rien, dis-je doucement. Pardon ? Je ne vous dois rien, répétai-je plus fort cette fois. J'ai passé 29 ans à essayer de gagner une place dans cette famille, et vous avez clairement fait comprendre au mariage de Vivien que je n'en avais pas. Vous avez donné ma chambre à un étranger parce qu'il était important et moi non. Vous m'avez mise à une table près de la cuisine. Vous ne m'avez pas incluse dans les photos de famille immédiate. Vous m'avez traité comme une obligation au mieux et un embarras au pire. Ce n'est pas juste. Nous avons fait de notre mieux avec des ressources limitées. Il y eut un silence au bout du fil. Quand ma mère parla à nouveau, sa voix avait changé pour devenir presque suppliante. Harper, nous sommes ta famille. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, nous pouvons sûrement aller de l'avant. Ce mariage, c'est un grand moment. Nous devrions être là. Non. Que veux-tu dire par non ? Je veux dire, non. Tu n'es pas invité. Vivien n'est pas invité. Personne de cette famille n'est invité. Je pris une inspiration, me stabilisant. J'épouse quelqu'un qui me voit, qui me valorise, qui ne m'a jamais fait sentir une seule fois que j'étais moins que rien. Je vais remplir ce mariage de gens qui m'ont soutenu quand je n'avais rien. Vous ne remplissez pas les conditions. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ton sang. Le sang, c'est de la biologie, dis-je. L'amour est un choix. Et vous avez choisi de ne pas m'aimer encore et encore. Maintenant, je choisis aussi. Je choisis de m'entourer de gens qui se soucient vraiment de moi. Au revoir, maman. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, d'avoir enfin dit ce que je gardais en moi depuis des décennies. Alexander me trouva sur le balcon 1 heure plus tard, fixant l'eau. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il s'assit juste à côté de moi et me tint la main. Ils ont appelé, dis-je finalement. Je m'en doutais. Ils voulaient être invités. Ils voulaient que je m'excuse d'avoir disparu. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je me tournai pour le regarder, cet homme qui avait tout changé. Je leur ai dit non. Je leur ai dit la vérité sur la façon dont ils m'ont traité. Et puis j'ai raccroché. Il serra ma main. Comment te sens-tu ? J'y réfléchis. La colère était toujours là, et la blessure, et un chagrin pour la famille que j'avais toujours voulu mais jamais eu.
Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à la liberté. J'ai l'impression d'être enfin devenue la femme de mes livres, dis-je. Alexander sourit et embrassa mon front. Tu as toujours été elle. Tu avais juste besoin d'y croire. Nous sommes restés là jusqu'au coucher du soleil, regardant le ciel changer de couleur au-dessus de l'eau. Demain, il y aura plus de gros titres et plus de questions et probablement plus d'appels de numéros que je ne reconnais pas. Mais ce soir, j'étais en paix. Ce soir, j'étais exactement là où je devais être. Les semaines précédant le mariage furent un tourbillon de joie et de choix délibérés. Alexander et moi avons planifié chaque détail ensemble, du lieu au menu en passant par la liste des invités. Nous avons choisi un domaine au bord de l'eau à l'extérieur de Seattle, un endroit avec des jardins qui descendaient jusqu'au rivage et des vues qui s'étendaient jusqu'aux montagnes. 300 personnes y assisteraient. Des auteurs que j'avais rencontrés grâce à Valina, des lecteurs qui étaient devenus des amis, des collègues qui avaient soutenu mon parcours. Julian, le serveur du mariage de ma sœur qui m'avait dit que mes histoires pourraient changer des vies, vint de New York, où il était maintenant un journaliste à succès. Gabriella servit de demoiselle d'honneur, radieuse dans la robe bordeaux que nous avions choisie ensemble. Pas un seul membre de ma famille biologique ne reçut d'invitation. Ils essayèrent tout pour changer cela. Vivien envoya des lettres par l'intermédiaire de mon éditeur, chacune plus désespérée que la précédente. Elle me rappela des souvenirs d'enfance, des moments où nous avions été proches, des liens fraternels qui, selon elle, comptaient encore. Elle ne s'excusa jamais une seule fois de la façon dont elle m'avait traité. Elle ne reconnut jamais que quelque chose n'allait pas. Ma mère appela le bureau d'Alexander, exigeant de lui parler. Son assistant rapporta qu'elle avait menacé de poursuites judiciaires, bien que personne ne puisse imaginer sur quel motif. Elle prétendit qu'elle avait des droits en tant que mère. Elle dit que j'étais manipulée par un homme riche. Elle se peignit comme la victime d'une fille ingrate. Même Preston, le mari de Vivien, nous contacta via des relations d'affaires. Il suggéra que la réconciliation familiale serait bonne pour mon image publique. Il présenta cela comme un conseil pratique, comme si mon cœur n'était qu'une simple question d'image de marque. J'ai ignoré tout cela. 2 semaines avant le mariage, un tabloïd publia une histoire sur la rupture familiale. Des sources anonymes me décrivaient comme froide et vindicative, comme quelqu'un qui avait abandonné sa famille aimante pour la gloire et la fortune. Je reconnus les mots de ma mère dans les citations. Elle était allée voir la presse. Nous pouvons répondre, dit Alexander, me montrant l'article au petit déjeuner. Rétablir la vérité. Je secouai la tête. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Tu es sûr? Je regardai l'article, le récit soigneusement élaboré de ma supposée cruauté. Il y avait une photo de Vivien l'air éploré, jouant parfaitement la sœur blessée. Si je réponds, je leur donne ce qu'ils veulent, dis-je. De l'attention, du drame, un moyen de revenir dans ma vie. La meilleure vengeance n'est pas de s'engager. La meilleure vengeance est d'être sincèrement heureuse sans eux. Alexander sourit et mit le journal de côté. Ai-je mentionné récemment que je t'aime? Pas dans la dernière heure. Considère-le comme mentionné. La nuit avant le mariage, je ne pouvais pas dormir. Je me tenais sur le balcon de notre suite d'hôtel, regardant la lune se refléter sur l'eau. Demain, j'épouserai un homme qui avait vu ma valeur quand je pouvais à peine la voir moi-même. Demain, je deviendrai la famille choisie de quelqu'un. J'ai pensé à la chambre de l'auberge, au matelas fin et à l'air froid traversant la fenêtre qui ne fermait pas. Le moment où j'ai commencé à taper et n'ai pas pu m'arrêter. Cette nuit-là semblait remonter à une éternité. Et pourtant, je pouvais encore la sentir dans mes os. Tout ce qui était bon dans ma vie avait grandi à partir de ce moment de douleur. Tu devrais te reposer, dit Alexander, apparaissant à mes côtés. Je pensais juste à comment je suis arrivé ici. Et je suis reconnaissante. Je me tournai pour lui faire face. Je suis reconnaissante qu'ils aient donné ma chambre. Je suis reconnaissante qu'ils m'aient fait me sentir si petite que j'ai dû partir pour survivre. Parce que partir m'a amené ici, à toi, à tout. Il me serra contre lui. Je suis reconnaissant aussi, bien que j'aimerais qu'ils aient été plus gentils avec toi. Ils étaient exactement qui ils étaient, dis-je. J'ai juste fini par arrêter d'espérer qu'ils soient différents.
Nous sommes restés là ensemble, regardant la nuit s'épaissir autour de nous. Demain serait magnifique. Demain serait le début du reste de ma vie. Mais ce soir était pour reconnaître le voyage, pour honorer la fille qui avait tant enduré et la femme qui s'était enfin choisie. Quelque part dans le Colorado, ma famille complotait probablement son prochain coup, rédigeant une autre lettre, planifiant un autre appel public, trouvant de nouvelles façons de s'insérer dans mon histoire. Ils ne comprenaient pas qu'ils n'en faisaient plus partie. J'avais écrit un nouveau récit. Un où j'étais l'héroïne au lieu de la note de bas de page. Un où l'amour était donné librement, non gagné par des preuves sans fin. Un où je comptais non pas pour ce que je pouvais faire pour les autres, mais simplement parce que j'existais. Demain, je marcherai dans une allée vers un avenir que j'avais construit de mes deux mains. Je prononcerai des vœux à un homme qui ne m'avait jamais demandé d'être moins que ce que j'étais. Je danserai sous les étoiles avec des gens qui avaient choisi de m'aimer tout comme j'avais choisi de les aimer. Et ma famille regarderait de loin, incapable de toucher à quoi que ce soit. Ce n'était pas de la vengeance. Pas exactement. La vengeance impliquait que j'étais toujours concentré sur eux, toujours défini par leur rejet. C'était quelque chose de différent. C'était passé à autre chose si complètement que leur absence n'était pas une déclaration, mais simplement un fait. Ils m'avaient appris ce que je ne voulais pas. Ils m'avaient montré ce que je refusais d'accepter. Et ce faisant, ils m'avaient libéré pour trouver tout ce dont j'avais vraiment besoin. Je suis rentré et j'ai finalement dormi, rêvant de jardin et de vœux, et d'une vie qui n'appartenait qu'à moi. Le matin du mariage se leva clair et lumineux, le genre de jour qui ressemblait à une promesse. Je me réveillais avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres et le son des vagues douces contre le rivage en contrebas. Pendant un moment, je restais immobile, laissant la signification de la journée s'installer en moi. Gabriella fit irruption 10 minutes plus tard avec du café et de l'enthousiasme. Il est temps de devenir une mariée, annonça-t-elle, bondissant presque. La coiffure et le maquillage sont installés dans la suite d'à côté. Les fleurs viennent d'arriver. Tout est parfait. Tout était parfait. Et pourtant. Y a-t-il eu d'autres appels, demandai-je, acceptant le café. Elle hésita. Ta mère a essayé la réception de l'hôtel. Ils l'ont renvoyée. J'ai hoché la tête lentement. Une partie de moi s'y attendait. Même le jour de mon mariage, ils ne pouvaient pas simplement respecter mes souhaits. La sécurité sait quoi faire, continua Gabriella. Personne sans invitation ne s'approche de la cérémonie. Alexander s'en est assuré. J'y pensais un instant. Le fait que j'ai besoin de sécurité pour garder ma propre famille loin de mon mariage. Cela aurait dû être triste. C'était peut-être triste, mais surtout, cela ressemblait à une protection que j'avais gagnée. Les heures qui suivirent furent un flou de préparation. Ma robe était en soie ivoire, simple et élégante, rien à voir avec la robe élaborée que Vivien avait portée. Je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle me ressemblait. Parce que j'avais fini d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pendant que la maquilleuse travaillait, je me surpris à penser aux histoires que j'écrivais, aux femmes qui s'éloignaient de la toxicité et trouvaient leur force. J'avais toujours cru en elles, même quand je luttais pour croire en moi-même. Aujourd'hui, je devenais l'une d'elles de la manière la plus littérale possible. Tu es prête, dit finalement Gabriella, reculant pour me regarder. Des larmes brillaient dans ses yeux. Harper, tu es si belle. Je me regardais dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas la fille de l'auberge. Elle n'était pas la fille invisible ou la serveuse en difficulté ou la sœur négligée. Elle était une auteure, une partenaire, une femme qui s'était choisie. Allons-y, dis-je. La cérémonie eut lieu dans le jardin du domaine surplombant l'eau. 300 invités étaient assis sur des chaises blanches parmi les fleurs, leurs visages rayonnant de joie. Je vis Julien près de l'avant, souriant comme un frère fier. Je vis des éditeurs et des publicistes et des lecteurs qui avaient envoyé des lettres disant que mes livres avaient changé leur vie. Je vis une communauté de gens qui avaient choisi de m'aimer et que j'avais choisi d'aimer en retour. Alexander attendait à l'hôtel et quand nos yeux se rencontrèrent, le reste du monde disparut. Cet homme m'avait vu au plus bas. Il avait cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Il m'avait offert des opportunités sans rien demander en retour. Et il était tombé amoureux de moi, non pour ce que je pouvais lui donner, mais pour qui j'étais. Je marchais vers lui, chaque pas m'éloignant de la vie que j'avais laissée derrière moi. Quand j'atteignis l'hôtel, il prit mes mains.
Ses yeux étaient brillants de larmes non versées. Tu es venu, chuchota Théil, un rappel de nos premières conversations sur le fait d'être présent pour les gens qui comptent. Je viendrai toujours, chuchotai-je en retour. L'officiant commença la cérémonie, mais j'entendis à peine les mots. J'étais trop concentré sur le visage d'Alexander, sur la vie qui s'étendait devant nous, sur le miracle d'être exactement là où je devais être. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Les siens étaient éloquents et sincères. Les miens étaient simples. J'ai passé toute ma vie à attendre d'être choisi. Aujourd'hui, je choisis en retour. Je te choisis. Je nous choisis. Je choisis ceci. Lorsque nous fûmes prononcés mari et femme, les applaudissements qui montèrent du jardin ressemblèrent à une vague de chaleur nous portant vers l'avant. Nous nous sommes embrassés alors que le soleil scintillant sur l'eau, alors que les appareils photo flashaient, alors que 300 personnes célébraient l'amour que nous avions construit à partir de rien. Quelque part au loin, ma famille n'était pas invitée et n'était pas présente. Cette absence était sa propre forme de déclaration. La réception eut lieu dans un pavillon de verre surplombant la baie. Des tables drapées de lin blanc portaient des centres de tables de fleurs sauvages et de bougies. Un quatuor à cordes jouait alors que les invités se mêlaient, le champagne coulant à flots, les conversations montant en crescendo joyeux. Je me déplaçais dans la foule avec Alexander à mes côtés, acceptant les félicitations et embrassant des amis. Chaque visage que je voyais était quelqu'un qui m'avait soutenu, cru en moi, s'était montré quand cela comptait. Julien m'attrapa lors d'un moment calme près de la table des desserts. Je me souviens encore de cette nuit au mariage de ta sœur, dit-il. Tu avais l'air si perdu, et maintenant regarde-toi. Tu m'as dit que mes histoires pourraient changer la vie de quelqu'un, répondis-je. Ça a changé la mienne. Il sourit. J'ai toujours su que tu allais t'en sortir. Je ne savais juste pas que s'en sortir ressemblerait à quelque chose d'aussi spectaculaire. Au fil de la soirée, des discours furent prononcés. Gabriella parla de notre amitié, de m'avoir vu passer de quelqu'un qui s'excusait d'exister à quelqu'un qui possédait chaque pièce où elle entrait. Benjamin, l'associé d'Alexander, partagea des histoires de la première fois qu'Alexander avait parlé de moi, comment ses yeux s'étaient illuminés d'une manière que Benjamin n'avait jamais vue auparavant. Quand ce fut au tour d'Alexander de parler, il se leva et me regarda à travers la pièce. Quand j'ai rencontré Harper, commença-t-il. Elle ne connaissait pas sa propre valeur. Le monde avait passé des années à la convaincre qu'elle était moins que rien, et elle avait commencé à le croire. Mais j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une femme avec du feu dans le cœur et des histoires dans l'âme. J'ai vu quelqu'un qui avait survécu à tant de choses et avait encore la capacité d'un amour si profond. Mon plus grand honneur n'est pas de construire une entreprise ou de publier des best-sellers. Mon plus grand honneur est qu'elle m'ait choisi pour être témoin de son devenir. J'essuyais des larmes de mes yeux alors que la salle éclatait en applaudissements. Plus tard, alors que nous avions notre première danse, Alexander se pencha près de mon oreille. Ta mère a essayé de forcer le portail. Je trébuchai légèrement. Quoi? La sécurité les a arrêtés, elle et Vivien. Elles ont apparemment conduit toute la nuit depuis le Colorado. Je levai les yeux vers lui, scrutant son visage. Sont-elles toujours là? Elles sont parties. La sécurité a clairement fait comprendre qu'elles ne seraient pas admises. Ta mère a fait toute une scène, apparemment. Elle a encore menacé de procès. Une partie de moi ressentit une pointe de quelque chose. Pas exactement de la culpabilité, plus comme l'écho de la culpabilité. Le reste des années passées à se sentir responsable de leurs émotions. Elle ne peut vraiment pas accepter que je n'ai pas besoin d'elle, dis-je. Elle ne peut pas accepter que tu sois heureuse sans elle, corrigea Alexander. C'est ce qui la dérange vraiment. Pas ton absence, mais ton épanouissement. Il avait raison. Ma famille avait passé des années à prédire mon échec, comptant sur ma dépendance. Mon succès n'était pas seulement une surprise. C'était un réquisitoire contre tout ce qu'ils croyaient à mon sujet. Veux-tu faire une pause, digérer ça, demanda-t-il. Je secouai la tête. Elles ne gâcheront pas ce jour. Elles en ont assez gâché. Nous avons continué à danser. La musique enflait autour de nous. Les invités riaient et célébraient. Et quelque part à l'extérieur du portail, ma mère et ma sœur retournaient au Colorado, rejetées et exposées. La pensée ne m'apportait aucune joie, mais elle m'apportait la paix. Plus tard cette nuit-là,
Après que le gâteau fut coupé et le bouquet lancé et la dernière danse dansée, je me suis tenu seul sur la terrasse du pavillon. Les invités avaient commencé à partir, leur voiture descendant l'allée du domaine. L'eau était sombre maintenant, reflétant les lumières de la ville lointaine. Gabriella me trouva là. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense à la femme que j'étais il y a 16 mois. À quel point elle avait peur, à quel point elle se sentait petite. Et je pense à ce qu'elle ressentirait si elle pouvait voir ça. Que lui dirais-tu » Je considérais la question. Je lui dirais que les gens qui te blessent ne te définissent pas. Je lui dirais que partir n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Et je lui dirais que l'amour qu'elle cherche existe. Elle doit juste arrêter de le chercher dans des endroits où il n'a jamais été offert. Gabriella passa son bras autour de moi. Tu es devenue elle. Tu sais, la femme sur laquelle tu as toujours écrit. Peut-être que j'ai toujours été elle, dis-je. J'avais juste besoin de la permission d'y croire. Nous sommes restés là à regarder les étoiles, deux amis à la fin d'une journée parfaite. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouveaux chapitres. Mais ce soir, j'étais simplement reconnaissante. Reconnaissante pour la douleur qui m'avait poussé vers l'avant. Reconnaissante pour les gens qui m'avaient rattrapé quand je tombais. Reconnaissante pour le courage que j'avais finalement trouvé. Ma famille n'était pas là. C'était leur perte, pas la mienne. 6 mois après le mariage, une nouvelle histoire circula qui mit en lumière le dernier chapitre du récit de ma famille. Le mari de Vivien, Preston, avait fait l'objet d'une enquête pour fraude immobilière. Sa société de développement, qui avait semblé si impressionnante à ce gîte de mariage, avait été construite sur des permis falsifiés et des inspecteurs soudoyés. L'enquête révéla des années de transactions illégales, et Preston faisait face à des accusations criminelles qui entraîneraient probablement une peine de prison. Vivien, qui l'avait épousé pour le statut et la sécurité, se retrouva sans l'un ni l'autre. Le divorce fut rapide et public. Elle perdit la maison, les voitures, le style de vie qu'elle avait affiché si fièrement. Ma mère, qui avait investi tant de son identité dans le succès de Vivien, fut dévastée. J'entendis parler de tout cela indirectement par des articles et des connaissances éloignées. Je n'ai pas pris contact. Eux non plus. L'ironie ne m'échappa pas. Ma famille avait donné la priorité à l'associé de Preston sur moi parce qu'il était important. Ils avaient valorisé les relations et le statut au-dessus de la décence élémentaire. Et maintenant, ces relations s'étaient effondrées, révélant la pourriture sous la surface polie. Je ne prenais aucun plaisir à leur chute. Je ne souhaitais sincèrement de souffrance à personne, même à ceux qui m'avaient causé de la douleur. Mais je ne ressentais également aucune obligation de les sauver. Ils avaient fait leur choix. Ils vivaient avec les conséquences. Ma vie, quant à elle, continuait de s'épanouir. Mon 4e roman débuta à la première place. Alexander et moi avons commencé à discuter de fonder une famille. Nous avons voyagé dans des endroits que j'avais seulement rêvé de visiter, soutenant des programmes littéraires et rencontrant des lecteurs dans le monde entier. J'étais heureuse, sincèrement, profondément heureuse. Pas le bonheur performatif d'essayer de prouver quelque chose, mais le contentement tranquille d'une vie bien vécue. Un après-midi, je reçus une lettre. Elle avait été transmise par mon éditeur depuis une adresse à Colorado Springs. L'écriture était celle de ma mère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose m'a poussé à la lire. La lettre était brève. Ma mère écrivait qu'elle avait eu tort, qu'elle avait passé des années à favoriser Vivien parce que Vivien exigeait de l'attention et que je ne le faisais jamais. Qu'elle réalisait maintenant qu'elle avait confondu le silence avec le contentement. Et que ma volonté d'accepter moins avait rendu facile de me donner moins. Elle ne demandait pas pardon. Elle ne demandait pas à être invitée à nouveau dans ma vie. Elle disait simplement qu'elle était désolée et qu'elle espérait que j'étais aussi heureuse que j'en avais l'air. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai posée. Je ne savais pas si je répondrais un jour. Je ne savais pas si les dommages pouvaient être réparés ou si je le voulais même, mais j'appréciais qu'elle ait enfin vu, même si cela venait trop tard. Alexander me trouva assise près de la fenêtre, la lettre sur mes genoux. « De ta mère ?» J'ai hoché la tête. Elle s'est excusée. Sincèrement excusée. « Comment te sens-tu » J'y réfléchis. Je me sens comme une porte qui a été verrouillée pendant des années et qui vient de s'entrouvrir. Je ne sais pas si je veux la franchir,
Mais au moins je sais que c'est possible. Il s'assit à côté de moi et prit ma main. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. C'était ça, le véritable amour. Il n'exigeait pas de décision. Il offrait simplement une présence. En fin de compte, j'ai choisi de ne pas répondre. Pas encore. Peut-être un jour. Si la guérison continuait, si la confiance pouvait être reconstruite. Mais j'avais passé toute ma vie à prioriser leurs besoins sur les miens. Cette fois, j'avancerai à mon propre rythme. Ma mère et Vivien ont affronté les conséquences de leur choix. Preston est allé en prison pour 4 ans. Vivien a déménagé dans un petit appartement et a pris un emploi d'assistante administrative. Ses rêves de luxe se sont dissous. Ma mère a vendu la maison familiale et a vécu tranquillement, entourée des décombres des priorités qu'elle avait défendues. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pris contact pour leur rappeler ce qu'elles avaient perdu. J'ai simplement vécu ma vie, une vie qui ne les incluait plus, sauf comme des figures lointaines dans une histoire que j'avais dépassée. Debout sur notre balcon ce soir-là, regardant le coucher de soleil sur Seattle, j'ai pensé à la fille dans la chambre de l'auberge. Celle qui avait commencé à taper et n'avait pas pu s'arrêter. Celle qui avait décidé de devenir enfin la femme sur laquelle elle avait toujours écrit. Elle l'avait fait. Contre toute attente, tout rejet, chaque moment où on lui avait dit qu'elle n'était pas assez, elle l'avait fait. J'ai placé ma main sur mon ventre où une nouvelle vie commençait juste à grandir. Alexander ne le savait pas encore. Je le lui dirai ce soir au dîner dans la maison que nous avions construite ensemble. Ma famille avait essayé de me rendre petite. Au lieu de cela, il m'avait libéré. Et maintenant je construisais quelque chose de beau, quelque chose qui grandirait et prospérerait sans leur ombre. Le voyage de ce gîte de montagne à ce moment avait été douloureux et transformateur. Mais avec le recul, je ne changerais pas une seule étape. Chaque blessure m'avait poussé vers l'avant. Chaque rejet avait dégagé le chemin. J'ai souri au coucher du soleil, à l'avenir qui s'étendait devant moi. J'avais cessé de les laisser décider de ma valeur. Et cela, j'ai réalisé, était la plus belle des vengeances.